Bonjour, je m'appelle Alain de Benoît. Je viens de publier un livre qui s'intitule « Contre le libéralisme ». Je crois en effet que la société n'est pas un marché. Je reproche à l'idéologie libérale son individualisme et son économisme, et je plaide pour un retour au commun et au bien commun. Alain de Benoît, vous publiez votre essai « Contre le libéralisme » en pleine révolte des Gilets jaunes. Était-ce justement le bon moment ? Eh oui, c'est le bon moment. D'abord, je vous rappelle qu'avant le livre sur le libéralisme, j'en ai sorti un sur le populisme qui annonçait ce genre de révolte, et je constate que les Gilets jaunes, finalement, dans toutes leurs revendications, parfois confuses, mais sont essentiellement critiques vis-à-vis de cette idéologie libérale. D'ailleurs, regardez leur revendication principale, qui est celle du référendum d'initiative populaire. C'est une exigence de souveraineté populaire par rapport à une expertocratie inspirée par l'austérité libérale aux gens. Moi, j'ai été très frappé de voir que les gens qui se sont retrouvés autour des ronds-points, qui étaient auparavant plus ou moins étrangers les uns aux autres, qui provenaient de milieux, de secteurs d'opinion différents, se sont découverts des choses en commun, ont partagé leurs expériences, leurs aspirations, leur colère, leur révolte. Et finalement, il s'est créé, paradoxalement, autour de ces ronds-points, du lien social, du commun. Les Gilets jaunes ont redécouvert les bienfaits du commun dans une société travaillée depuis longtemps par l'individualisme qui avait défait les solidarités organiques, les solidarités traditionnelles, les liens sociaux. Et là, on voit un retour au commun. Mais les Gilets jaunes, quand ils ont justement débuté leur révolte, l'ont fait contre des taxes. Donc peut-on vraiment dire, comme vous le faites dans votre ouvrage, que la société est libérale ? Vous savez, dans toutes les sociétés, il y a des taxes. Même dans les sociétés les plus libérales, on trouve toujours qu'il y en a trop. Beaucoup de gens pensent, par exemple, que nous ne sommes pas dans une société libérale parce que les prélèvements obligatoires sont très importants en France, ce qui est incontestable. Mais il n'empêche que l'idéologie fondatrice, essentielle, sous-jacente de cette société, que ce soit en France ou dans bien d'autres pays du monde, c'est une société qui est inspirée, dérivée de la philosophie des Lumières, de l'idéologie du progrès, de l'idéologie des droits de l'homme, qui met au centre de la vie sociale le seul individu, qui enferme le politique en essayant de le limiter à la fois par la morale et le marché, par l'économie et par les droits de l'homme. Donc, il faut, je crois, aller un peu au-delà du constat immédiat pour comprendre qu'il y a effectivement une idéologie dominante qui, comme toujours, est l'idéologie de la classe dominante. Et vous dites qu'elle est une erreur anthropologique. Oui, et comme mon souci en tant qu'historien des idées ou philosophe politique, c'est précisément d'aller au fondement. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'idée que le libéralisme se fait de l'homme, c'est celle d'un individu relativement solitaire, qui n'est pas immédiatement social, qui rentre en société s'il y trouve son avantage, qui est indépendant de ses appartenances, qui est propriétaire de lui-même et qui est titulaire de droits subjectifs, c'est-à-dire de droits qui sont inhérents à sa personne. La prise en compte du collectif, du commun, est superbement ignorée. Les peuples, les nations, les cultures ne sont du point de vue libéral que des agrégats d'individus. Le bien commun n'existe pas, il n'y a au mieux que l'intérêt général qui se définit comme l'addition des intérêts particuliers. Cet individu, dont on affirme la liberté souveraine, on lui prête un comportement qui est celui de l'homo economicus, c'est-à-dire qu'il cherche en permanence à maximiser, à augmenter sans cesse son avantage, son profit privé. Ce qui évidemment contredit tous les enseignements des philosophies, des religions, des sagesses qui l'ont précédé, qui avaient toujours condamné l'excès, la démesure, la pléonexie, comme on disait à cette époque-là, l'hybris, disaient les Grecs. Là, au contraire, avec l'idéologie libérale, l'égoïsme devient en quelque sorte sanctifié. L'explication traditionnelle, c'est que en agissant en faveur de son seul intérêt, sans le savoir, l'individu
concourt à l'amélioration générale, au bonheur de tous, à l'harmonie universelle, etc., ce qui est évidemment un sophisme. Mais on explique cela par l'intermédiaire ou par l'intervention de ce nouvel avatar de la Providence, qui est la main invisible, dont les auteurs libéraux parlent évidemment beaucoup. Mais n'y a-t-il pas un fond de vérité ? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément légitime dans justement cette quête émancipatrice qui a été portée par le libéralisme depuis 3 siècles? Bien entendu, mais c'est là où le libéralisme joue de l'équivoque. Le mot libéralisme, évidemment, ne renvoie pas à un auteur particulier, comme le marxisme, à Marx, etc., mais à l'idée de liberté, idée qui est sympathique à juste titre, le grand nombre des gens, fort heureusement. Le problème, c'est que la notion de liberté, elle apparaît bien avant le libéralisme, qui n'en est qu'un dérivé, je dirais, un peu pathologique. Je ne suis pas, bien entendu, contre la liberté de l'individu. Ce que je dis simplement, c'est que l'individu abstrait, l'individu en soi, l'individu dessaisi de ses appartenances, de son héritage, de son histoire. Cet individu n'existe tout simplement pas. Nous sommes tous le produit d'un contexte, d'un héritage, d'une appartenance, d'un projet, et on ne peut pas raisonner sur l'individu abstrait. Il y a bien d'autres écoles de liberté qui rejettent le libéralisme. Je pense en particulier à cette tradition qu'on appelle républicaine ou néo-républicaine, qui part de Tite-Live, passe par Machiavel et arrive à des auteurs comme Harrington, pour lesquels la liberté individuelle est indissociable de la liberté collective. La grande question est là. Est-ce qu'un individu peut être libre si son pays n'est pas libre ? Pour la tradition républicaine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez être libre individuellement que si votre culture, votre pays, votre nation est également libre, c'est-à-dire indépendant et c'est-à-dire souverain. Donc si je vous comprends bien, le libéralisme n'a pas le monopole de la liberté. Pas du tout. Vous dites aussi qu'il a perdu sa légitimité. Il a perdu sa légitimité parce qu'on voit bien qu'il est en crise partout. D'abord, il est lié intrinsèquement à un système capitaliste qui aujourd'hui se trouve dans un état de fragilité extrême. Je ne veux pas refaire tout le tableau, l'endettement public, l'apparition d'un capitalisme spéculatif et financier au détriment des anciennes formes de capitalisme marchand ou industriel, l'apparition d'un capitalisme totalement déterritorialisé, c'est-à-dire qui se transplante d'un bout à l'autre d'une planète elle-même transformée en marché pour chercher les endroits où le profit va être le plus important, l'évolution de la société qui n'est plus une pyramide où les profits autrefois s'accumulaient en haut et on pensait que ça finissait par ruisseler un peu sur les côtés. Vous savez, c'est la théorie du ruissellement. Aujourd'hui, la société en pyramide a cédé la place à une société en sablier. C'est-à-dire que les profits s'accumulent en haut, la pauvreté grandit, la précarité surtout s'accroît en bas, et au milieu, les classes moyennes se retrouvent en état de déclassement, crise écologique qui résulte d'une obsession de la croissance qui a fini par détruire à la fois les réserves naturelles, les ressources naturelles, les écosystèmes, etc. Crise de la démocratie libérale, toujours représentative et parlementaire, mais dont on voit bien qu'elle ne représente plus rien. Il n'y aurait pas eu de gilets jaunes si les gens s'étaient sentis représentés par leurs représentants. Rousseau faisait observer très justement que le peuple n'y est souverain qu'un seul jour, c'est le jour de l'élection, quand il vote, et dès le lendemain, ce n'est plus lui le souverain, ce sont ses représentants qu'il a élus et qui vont utiliser évidemment leur pouvoir de décision comme ils l'entendent. Donc votre intention dans votre essai, c'est de restaurer le bien commun. Est-ce là un message à la fois aux gens de droite et aux gens de gauche, ceux de droite pouvant apporter leur compréhension du bien et ceux de gauche, celle du commun? Je dirais que la réponse est dans la question, tout simplement parce que dans le bien commun, il y a le bien et il y a le commun. La grande révolution, entre guillemets, d'Emmanuel Macron a été de sortir du clivage gauche-droite pour créer un gouvernement de libéraux de droite et de gauche, ce qui montre à la fois l'unité profonde du libéralisme et le caractère périmé des autres classements, n'est-ce pas ? Je dirais que dans l'expression « le bien commun », le second mot est peut-être plus important encore que le premier. Le commun, c'est ce dont tous peuvent jouir ensemble,
sans partage. Le commun ne se divise pas, si vous voulez. Je pense que les gens comprennent bien ce qu'on entend par le commun, c'est de redécouvrir que l'individu, si libre, si autonome qu'il soit, n'en est pas moins lié à ses semblables, lié à une communauté, lié à un peuple, lié à une culture, lié à un destin, à un projet d'existence qui va très au-delà du simple désir de faire ce qu'on veut, quelles qu'en soient les conséquences. Cela fait 3 siècles que les libéraux pensent le libéralisme, mais d'un autre côté, cela fait 3 siècles que les opposants au libéralisme semblent avoir intellectuellement échoué. Comment expliquez-vous cela ? Je pense d'abord qu'il faudrait voir à quel rivaux vous pensez, faire la part des événements du type les guerres mondiales. L'Union soviétique, par exemple. L'Union soviétique, quand on y réfléchit bien, c'était une sorte de capitalisme d'État, car le projet était le même, c'était les moyens qui étaient différents. Rappelez-vous Khrouchtchev qui disait aux Américains, d'ici quelques décennies, on vous aura rattrapé. C'est-à-dire qu'il voulait faire mieux, mais dans la même chose. Donc beaucoup de critiques du libéralisme, en réalité, ne représentait pas véritablement une alternative. Mais cela dit, il y a quand même eu des expériences de troisième voie, des expériences de critique. Lesquelles, par exemple ? Je pense à certains pays du tiers-monde, je pense au péronisme à une certaine époque, je pense surtout à la démocratie locale, qu'on voit aujourd'hui se développer avec des résultats divers, mais qui quand même s'étend de plus en plus. On voit des zones qui se créent, qui essayent de sortir de l'obsession marchande, de l'obsession de la marchandise, et de rappeler qu'il n'y a pas que la valeur calculable qui compte dans le monde, il y a aussi d'autres valeurs, la beauté, le sens de la vie, toutes ces choses qui faisaient la sagesse antique que le libéralisme a combattu. Une des grandes caractéristiques du libéralisme, c'est qu'il prétend être neutre vis-à-vis des valeurs. Il s'interdit de juger de ce qu'Aristote appelait la vie bonne, c'est-à-dire de dire qu'il y a des façons de vivre qui, objectivement, valent mieux que d'autres parce qu'elles contribuent mieux au bien commun et qu'elles permettent mieux aux individus, aux personnes, de parvenir à une sorte d'excellence de soi. Cette neutralité, on la justifie en général en disant que comme les gens ont des valeurs différentes, on veut respecter le pluralisme. Mais dans les faits, on s'aperçoit que ça n'aboutit pas du tout à un respect du pluralisme, ça incite plutôt une sorte de lutte de tous contre tous, de concurrence généralisée, et d'autre part, ça abolit complètement les repères. Les gens ne savent plus du tout ce qu'ils sont, d'où d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le surgissement de cette formidable revendication d'aspiration à l'identité. Jamais comme maintenant, on a parlé d'identité, que ce soit l'identité individuelle ou les identités collectives, on voit bien qu'elles sont toutes en crise. Donc vous nous parlez de ce souci identitaire qui anime aujourd'hui les peuples à travers le monde, plus particulièrement en Europe, mais certains l'ont déjà fait. On pense par exemple aux conservateurs libéraux qui justement parviennent à allier le libéralisme et ce souci d'identité. N'est-ce pas une voie possible ? Précisément, je pense qu'ils n'y parviennent pas. Il y a effectivement des gens qui s'affirment à la fois conservateurs et libéraux. J'ai de l'estime pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu schizophrènes. Ils me font penser aux gens qui ne croient pas en Dieu et qui font des prières tous les jours, n'est-ce pas ? Je prends quelques exemples simples. La plupart de ces conservateurs sont favorables à un contrôle plus ou moins sévère de l'immigration, par exemple. Pour l'immense majorité des auteurs libéraux, on ne doit pas contrôler l'immigration, car ça serait porter atteinte à la souveraineté individuelle des individus, ce serait créer des frontières. Or, les frontières doivent être supprimées pour faciliter le libre-échange. C'est le fameux slogan « laissez faire, laissez passer », c'est-à-dire la revendication d'une libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises. Donc évidemment, là, c'est totalement antagonique. Pourquoi est-ce qu'il y a des nationaux libéraux, des conservateurs libéraux ? Je dirais que c'est pour des raisons historiques. Lorsque l'on regarde un peu sur la longue durée, on s'aperçoit que pendant la plus grande partie du XIXe siècle, les conservateurs étaient les grands adversaires des libéraux, qui étaient perçus comme des gens, on dirait, de gauche, n'est-ce pas ? Puis est arrivé le socialisme, qui a recentré
les libéraux. Après, il y a eu le communisme, l'Union soviétique, et conservateurs et libéraux se sont retrouvés dans le même camp, critique évidemment du collectivisme communiste. Mais comme l'Union soviétique aujourd'hui s'est effondrée, les eaux se partagent à nouveau, et ma conviction est que dans les années qui viennent, on va voir ces eaux se partager de plus en plus entre les conservateurs d'un côté et les libéraux de l'autre, avec cette conséquence que le principal clivage, ça ne sera plus à droite-gauche, mais ce sera fondamentalement le clivage entre les libéraux et les antilibéraux. Le nouveau clivage sera donc entre les libéraux et les antilibéraux. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alain de Benoît, merci beaucoup. Merci à vous.